Alors bonjour tout le monde, je vais faire aujourd'hui le corrigé du texte de Merleau-Ponty qui a été donné au bac blanc et qui était assez difficile, hein. Alors quelques petites remarques, donc là je vous ai mis ici le lien si vous voulez, c'est très facile à trouver sur internet si vous voulez l'œuvre complète, elle est pas très longue, hein, elle fait que 35 pages environ. Et c'est vraiment passionnant, bien écrit, et voilà, Merleau-Ponty c'est vraiment un philosophe génial à lire. Alors quelques petites remarques générales. Alors première chose, c'était un texte très beau, mais aussi très difficile sur la conscience, et en particulier sur la conscience de soi. Et la difficulté tient en partie au fait qu'il mobilise de très nombreux thèmes du programme: la conscience, le sujet, la perception, autrui, la matière et l'esprit, le langage, la culture, la liberté, etc. Et du coup, il fallait un petit peu articuler tout ça, et ça, c'était pas si facile que ça. Il y avait pas mal de choses un peu implicites, et du coup, c'est un excellent texte de révision parce qu'il mobilise vraiment plein de choses. Alors, je me suis quand même permis de donner un texte aussi difficile parce qu'en fait, on avait fait il y a pas très longtemps un texte sur Merleau-Ponty qui mobilisait déjà pas mal des concepts qui sont utilisés ici, comme celui de comportement, d'introspection, etc. Et je me suis dit que vous seriez tout à fait capable de réussir à commenter ce texte-là. Alors, on va commencer l'introduction. Donc je vous rappelle la méthode de l'intro du commentaire de texte. D'abord, vous essayez de trouver voilà, l'idée principale de l'auteur, et ensuite vous essayez de montrer pourquoi elle est étonnante, pourquoi elle pose problème, pourquoi elle est polémique ou paradoxale, et donc en reconstituant, si on veut, la thèse de son ennemi. Et ensuite vous trouvez le plan du texte, qui est aussi, je vous le rappelle, le plan de votre commentaire. Alors, la thèse du texte est en fait assez simple, et je pense que c'est peut-être une des plus belles idées de l'année. C'est que la conscience de soi suppose en fait la présence d'autrui, ou la conscience d'autrui. Il faut déjà avoir compris qui est autrui, que quand on dit tu à quelqu'un, on suppose en lui une forme d'intériorité pour être capable de dire je, et pour savoir que on a de soi-même une forme d'intériorité. Les autres me précèdent en un sens, et ça c'est quand même une idée très étrange, parce que on a l'impression que il faut d'abord être pour rencontrer les autres, il faut d'abord être soi-même pour rencontrer les autres, et justement c'est ce que Merleau-Ponty remet en cause. Donc l'idée justement que attaque Merleau-Ponty, hein, c'est que on a l'habitude justement de penser que le contact avec soi-même est premier. C'est parce que je suis un moi, parce que j'ai une conscience, hein, que je sais qui je suis. C'est seulement sous cette condition que je peux découvrir le monde et m'ouvrir aux autres et rencontrer les autres. Et c'est pas d'abord parce que je découvre le monde que je peux me découvrir moi-même. Donc dans ce texte-là, Merleau-Ponty critique une certaine forme d'élaboration intellectuelle, de fabrication intellectuelle d'un moi qui serait premier et qui recouvrirait au fond mon expérience simple et en un sens première du monde. Donc il essaye de déconstruire un petit peu cette couche intellectualiste qu'on a du moi pour essayer de refaire en fond la genèse de la conscience de soi. Comment est-ce qu'on en arrive à prendre conscience de soi, à savoir qui on est, à se poser des questions sur soi-même, à se réfléchir. Et c'est un petit peu l'enjeu de la méthode phénoménologique. Alors évidemment, vous n'étiez pas du tout obligé de connaître ça. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a une genèse de la conscience de soi, et on essaie de comprendre comment elle apparaît. Ça, c'était facile à trouver. Alors, troisième étape, le plan. Alors, je vous ai mis le texte ici à côté. Donc, je pense que pour le coup, c'était pas la chose la plus difficile à faire. Donc, on avait tout un premier passage ici, là, où Merleau-Ponty donnait sa thèse, tout simplement, à savoir la conscience de soi présuppose la fréquentation des autres. À partir de là, il commence à développer l'exemple du nourrisson. Alors pour l'exercice là, je vais juste faire un petit paragraphe, même s'il n'y est pas dans le texte, et il explique à partir de l'analyse du comportement du nourrisson, pourquoi est-ce que on est obligé d'en passer par le contact avec les autres pour se faire une idée de soi-même. Ensuite, il passe à une seconde analyse, c'est l'analyse de l'adulte, qui dit ce qui était vrai du nourrisson l'est aussi de l'adulte, alors qu'on a l'impression que sa conscience est plus autonome. Et ben non, elle est tout autant médiatisée par autrui, alors plus sous la forme directe du papa ou de la maman ou que sais-je, mais sous la forme de la culture, plus généralement. Alors, on pouvait choisir de faire deux parties séparées ou de faire une même grande partie pour ça, puisque au fond, c'est deux arguments qui justifient la même thèse, à savoir que autrui est la condition de la conscience de soi. Et enfin,
Merleau-Ponty conclut son texte en essayant du coup de redéfinir à partir de là ce que c'est que le soi, le pur soi, et en se demandant mais du coup si voilà mon esprit, mon intimité, ce qu'il y a de plus moi en moi est en fait le produit d'autrui, et en fait le produit de ma rencontre avec autrui, ben en fait, il n'y a pas d'individualité réelle, et du coup, peut-être pas de liberté, peut-être pas voilà, de désir vraiment personnel, par exemple, ou d'idées vraiment personnelles, puisqu'au fond, je ne fais que me recevoir par la société. Et bien justement, Merleau-Ponty va répondre à cette objection en montrant que non seulement la liberté est possible, mais ma culture, mon milieu, c'est peut-être la condition de ma liberté, et peut-être de la naissance de l'esprit critique. Alors, une fois qu'on a terminé ça, on va pouvoir développer. Hop, alors je remonte, donc on va travailler sur le premier paragraphe d'abord. Donc il y avait deux phrases que donc je commente un petit peu séparément hein, en deux moments. Donc j'aurais fait une sous-partie hein, pour chacune de ces phrases et j'aurais insisté sur plusieurs choses. Alors d'abord, première remarque, nous ne vivons pas dans la conscience de nous-mêmes. Hein, nous ne vivons pas d'abord dans la conscience de nous-mêmes, c'est comme ça que commence le texte. Alors il faut d'abord s'étonner. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire on vivait dans la conscience de nous-mêmes d'abord. Hein. Il dit on le fait pas, donc le premier truc que vous devez vous dire c'est bah si on a besoin de préciser que c'est pas le cas, c'est que on aurait pu penser le contraire. Alors on va essayer de reconstruire ça. Et ici, je pense que voilà, Merleau-Ponty fait assez clairement allusion à la philosophie idéaliste et en particulier la philosophie cartésienne, puisqu'il parle de Descartes juste avant en fait hein, dans le texte. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait travaillé. Vous n'étiez pas obligé de citer Descartes hein, ou d'y faire référence explicitement. Mais par contre, comprendre que la conscience et un phénomène intérieur et premier, ça on l'avait travaillé en cours. Et on avait même vu que c'était ça l'idéalisme, c'est que le monde est d'abord en moi, ce dont je fais d'abord l'expérience, c'est pas l'expérience du monde extérieur, d'une forme d'extériorité, c'est d'abord un théâtre mental. Hein. Le monde commence d'abord par ma conscience. Hein. C'est ça qu'on avait vu avec Descartes. Alors on peut en passage redéfinir ce que c'est rapidement la conscience, hein. Vous vous souvenez, cum scientia, hein, c'est voilà, le savoir avec, hein, c'est avec savoir, quand j'ai conscience de quelque chose, je sais qu'il se passe quelque chose en moi, c'est avec savoir qu'il se passe quelque chose en moi. Et effectivement, du coup, on aurait pu penser que justement, je vis d'abord dans la conscience de moi, je vis parce que la conscience est en moi et que ce que j'observe, ce sont d'abord les effets du monde en moi. Donc moi en fait, je m'observe moi et je déduis un peu la présence du monde à travers les effets que j'ai en moi. Par exemple, quand je me fais mal, ce que je sens, c'est pas une épine, c'est de la douleur. Et de l'expérience de la douleur, donc de la conscience de mon corps qui change ou de la conscience de moi, j'en infère qu'il y a bien une cause extérieure qui l'a produite. Donc il semble que tout commence avec la conscience de soi. Je vais rajouter l'exemple de l'épine, il est pas mal. Hop là. Donc on voit bien, et c'est ce que dit Descartes, que le phénomène de la conscience semble premier et en un sens exclusif et tout par-delà, et on voit bien d'ailleurs que l'introspection, voilà, c'est la manière dont j'ai le plus accès à moi-même, semble-t-il. Alors, pourquoi est-ce que Merleau-Ponty dit que ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est que je ne vis pas que en moi. Le monde est évidemment pas qu'une idée, je suis plongé dedans, il m'informe sur moi-même, et je ne fais pas que déduire la présence du monde à partir de ses effets en moi. Quand une épine me fait mal, je sais immédiatement reconnaître la différence entre, je sais pas moi, une épine et, je sais pas, un coup de poing. Alors, je ne vais pas justifier cette thèse beaucoup plus maintenant, puisqu'au fond, tout le texte est la justification de cette idée que je ne suis pas bloqué en moi, que je ne suis pas que dans la conscience de moi-même. Idée qu'au passage, on avait vu, hein, ça s'appelait le solipsisme. Alors, qui n'est pas vraiment une idée de Descartes, mais on pourrait faire... on pourrait tirer un petit peu Descartes dans ce sens-là. Alors, deuxième remarque, il dit « Je ne suis pas d'abord dans la conscience de nous-mêmes », ni même d'ailleurs dans la conscience des choses. Alors pourquoi, même question, pourquoi est-ce qu'on aurait pu croire qu'on vivait dans la conscience des choses? Si Merleau-Ponty précise que c'est pas le cas, c'est que on aurait pu le penser. Alors, la conscience, on l'a dit, et donc le fait de savoir qu'il se passe des choses en nous, mais elle est évidemment conscience du monde. Quand je regarde autour de moi, j'ai une conscience immédiate de ce qui se passe autour de moi, je vois des objets, je touche des choses, je sens différents éléments, et voilà, je suis capable de les identifier, de me projeter en elles, de les désirer, etc.
Et en ce sens, on pourrait penser que voilà, la première expérience du monde, c'est que je suis absorbé par les choses. Je vais le dire comme ça. Hop, je suis absorbé par les choses. Je le rajoute. Je suis absorbé par les choses. Au fond, je pense pas d'abord à moi. Hein, je suis pas en train de toujours me poser narcissiquement des questions sur moi-même. Dans la vraie vie, j'agis, je suis efficace, je fais des choses et je pense pas tout le temps à mes petits soucis, mes petits bobos, mes trucs. C'est que je suis absorbé par mon quotidien, par mes tâches à faire, par le fait qu'il faut trouver à manger, que j'ai faim, etc. Et je suis tout le temps sollicité par l'extérieur. Et au fond, on a l'impression qu'on vit tout le temps en dehors de soi-même. Hein, c'est d'ailleurs presque une expression pascalienne. Hein, on vit en dehors de soi. Alors, pourquoi est-ce que Merleau-Ponty n'est pas d'accord avec cette idée? Alors, au fond, ça voudrait dire que le moi, en ce sens, ce serait qu'une idée. Hein, c'est une idée qu'on développerait en un sens par soustraction d'avec les choses extérieures. C'est une idée qu'on avait vue un petit peu avec Freud, si vous vous rappelez, dans le texte sur le ça, le moi et le surmoi. Il y aurait bien un moi à sentir, à penser, mais ce serait voilà, ce serait l'effet, voilà, ce serait l'élaboration intellectuelle de quelque chose qu'on déduirait par soustraction. Hein, si je vois le monde, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est capable de le voir. Et au fond, on a une conception assez intellectualiste du moi quand on dit ça. Or, il est évident que je ne vis pas que dans le monde, sinon je serais englouti par lui. Il y a bien... voilà, je vis pas dans les choses, je suis un objet différent du monde, et le monde c'est me rappeler à moi-même. Justement, dans l'expérience de la douleur, hein, dont on avait parlé tout à l'heure, eh bien... j'ai bien conscience de moi et je sais très bien me différencier des autres objets du monde. Je ne fais pas que me comprendre, mais je me sens avoir mal. Hein. Je sens en moi la douleur. C'est pas juste une idée. Bien, et c'est d'ailleurs quelque chose avec lequel Descartes est parfaitement d'accord. Alors, troisième remarque, Merleau-Ponty continue en disant où est-ce que je vis? Eh bien, je vis dans l'expérience d'autrui. Alors, notez bien. Bon, ici tout le reste du texte va essayer de le justifier, donc ici c'est pas la peine de sortir l'artillerie lourde. Par contre, on peut noter plusieurs choses. D'abord, on pourrait un peu définir les termes, et en plus on peut noter l'ambiguïté qu'il y a dans le D'. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'expérience d'autrui? Alors on va faire ça dans l'ordre. Autrui, je vous le rappelle, c'est l'autre homme en tant que c'est n'importe quel homme, hein, et pas que c'est mon ami, mon ennemi, voilà, mon frère, etc. Hein, c'est tout homme en tant que j'y reconnais mon semblable. Et qu'est-ce que c'est l'expérience? Du coup, vous voyez, on peut dire deux choses. Donc d'abord, c'est un processus qui est sensible. Et donc c'est pas par l'intellect que je vais comprendre, que je vais me comprendre par l'intermédiaire d'autrui, je vais me sentir. Hein, voilà, et c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'épreuve. Ça peut être douloureux cette expérience d'autrui. Je peux me sentir honteux, je peux voilà, ou me découvrir agressé, ou au contraire fier. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de l'essai. Et enfin, c'est quelque chose de cumulatif. Donc je vais l'écrire comme ça. Donc c'est sensible, c'est éventuellement une épreuve, et il y a aussi l'idée que c'est quelque chose qui se fait cumulativement, hein, comme quand on dit qu'on a de l'expérience, et donc cette expérience que je fais d'autrui, c'est une expérience, donc je rencontre sensiblement autrui, je fais l'épreuve de la rencontre d'autrui qui peut se faire sous la forme voilà, de la concurrence, de la rivalité ou de la honte, et c'est quelque chose que j'apprends à faire cumulativement. Alors pourquoi je dis qu'il y avait une ambiguïté? C'est qu'on peut dire que est-ce que c'est moi qui fais l'expérience d'autrui? Hein, je rencontre un autre homme, je rencontre mon père, ma mère, mon frère, mes amis, etc. Et donc c'est dans cette rencontre avec l'autre que je vais me découvrir, que je vais me vivre. Ou alors, est-ce que c'est l'expérience que fait autrui? Hein, donc quand on a un 2, hein, et un 2 ici, c'est toujours un petit peu ambigu. On appelle ça un double génitif en latin. C'est que ça peut être voilà, l'expérience que fait autrui ou l'expérience que je fais d'autrui. L'exemple qu'on donne souvent, c'est la peur des ennemis. L'expression la peur des ennemis est ambiguë parce que c'est soit moi qui ai peur des ennemis, soit les ennemis qui ont peur de moi. Voilà. Donc le 2 peut vouloir dire les deux choses. On parle de génitif objectif et subjectif. Est-ce que le 2 donne le sujet de l'action ou est-ce qu'il donne l'objet de l'action? Bref. Et donc on pourrait dire, ah ben non, ce que veut dire Merleau-Ponty ici, c'est que c'est moi qui fais l'expérience d'autrui. Mais en fait, on pourrait très bien dire que c'est
quand autrui fait ma rencontre, quand autrui fait mon expérience, que je me découvre. Et ça nous arrive assez souvent quand par exemple autrui me juge, quand mes parents sont fiers de moi, quand j'ai honte devant quelqu'un. Vous voyez, le jugement que va porter autrui sur moi va aussi me façonner. Et en un sens, je pense qu'ici on peut garder la richesse du texte et garder ce double génitif. C'est à la fois quand je rencontre autrui que je vais me vivre et quand autrui me rencontre qu'il va me faire vivre sur une modalité peut-être plus objective. Hein, je vais sortir de ma subjectivité aveugle et me découvrir sous un autre angle qui sera peut-être moins partial. Alors ça je pense que vous pouviez le trouver parce que dans l'autre texte de Merleau-Ponty qu'on avait travaillé, il y avait justement cette ambiguïté, c'est que à la fois je suis aux premières loges de moi-même et le mieux placé pour me connaître dans ma subjectivité, mais en un sens je suis aussi le plus partial et je suis incapable de me prendre pour objet puisque je suis à la fois juge et partie. Et c'est qu'en ayant un regard pour ainsi dire de l'extérieur que je peux vraiment me connaître. Donc ici vous pouviez assez facilement mobiliser le repère objectif-subjectif. Donc voilà pour cette première phrase. Seconde phrase du texte, donc jamais nous ne sentons exister qu'après avoir déjà pris contact avec les autres, et notre réflexion est toujours un retour à nous-mêmes, qui doit d'ailleurs beaucoup à notre fréquentation d'autrui. Alors ici, plusieurs choses à dire. D'abord, vous remarquez que Merleau-Ponty dit « nous sentons exister », et tout à l'heure il a dit « nous vivons ». Je pense que ici, il faut insister sur le caractère non intellectuel de la façon dont le moi se présente à nous-mêmes. Et on peut distinguer, comme on l'avait fait en cours, le sentiment de soi-même et la conscience de soi. Donc dans le sentiment de moi, c'est-à-dire je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Et on voit bien que les animaux, par exemple, ont très clairement le sentiment d'eux-mêmes. Ils sentent quand ils ont mal, ils sentent les limites de leur corps, ils savent bien où leur corps s'arrête. Alors que dans la conscience de soi, il y a quelque chose de plus intellectuel. On a une idée abstraite de soi-même, et d'ailleurs, vous voyez, dans la conscience de soi, c'est accompagné de l'idée de personnalité, par exemple, que le sentiment de soi-même ne suggère pas nécessairement. Donc ici, Merleau-Ponty dit eh bien ce sentiment de soi-même est lié à un double rejet. D'abord, c'est pas une évidence innée. Il n'y a pas la conscience de soi, c'est pas quelque chose qu'on a déjà et qui présuppose l'expérience du monde, comme le dirait Descartes. Oui, c'est exactement ce qu'on a vu dans les méditations métaphysiques. Quand Descartes dit je suis, j'existe, c'est une évidence absolue, c'est même l'évidence de toutes les évidences qui rend tout le reste possible. Ça accompagne toutes mes perceptions, la certitude que je suis, quelle que soit la pensée que j'ai. Donc en gros, dès qu'on pense, il y a nécessairement conscience de soi. Et Merleau-Ponty dit, en fait, c'est pas si clair que ça. Et la conscience de soi, c'est probablement quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qui est donné tout de suite et qui est une condition de la pensée. C'est pas inné, c'est acquis. Autre renvoi, c'est que effectivement c'est un sentiment, comme je l'ai dit, et pas une idée, comme pourrait le penser Jung par exemple, une idée liée ou Locke, une idée qui serait liée à la réflexion. Donc ici, on a, en disant que nous nous sentons exister par les autres, Merleau-Ponty dit deux choses. Il dit d'une part qu'on apprend ce que c'est que le soi, et d'autre part que c'est pas qu'une idée, mais que c'est d'abord un sentiment. Alors, ça c'était ma première remarque sur cette idée de sentir et de vivre. Deuxième remarque, et c'est vraiment l'énorme paradoxe du texte, on se sent exister après avoir vu exister les autres. Alors pourquoi c'est un énorme paradoxe? Parce qu'on a l'impression qu'on se sent exister d'abord. Évidemment, le sentiment de sa propre existence, il semble absolument premier. On n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Si on imaginait un homme qui naîtrait tout seul, qui serait un petit bébé abandonné, qui s'élèverait tout seul et ça, on a l'impression qu'il aurait le sentiment de lui-même et qu'il n'a pas besoin de rencontrer les autres pour se sentir. Donc c'est une idée qui est extrêmement étonnante. Et on voit bien que Merleau-Ponty en plus va très loin. Il ne dit pas qu'on a une conscience intellectuelle de soi-même dans mon rapport à autrui, ce qui est déjà assez anti-cartésien, mais ce qui serait compréhensible en disant que voilà, l'image que je fais de moi-même, elle suppose ma rencontre avec les autres, dans la société, avec mes camarades, etc. Et ce côté intellectuel, je peux bien comprendre que je le développe dans ma rencontre avec les autres, mais il dit je me sens exister avec le contact des autres. Ça veut dire que tant que j'ai pas rencontré autrui, je ne me sens pas. C'est quand même vraiment étonnant.
Et donc l'exemple que j'ai mis étonnant à cause de la proprioception. Vous savez, la proprioception, c'est le fait de sentir son propre corps, et elle se voit notamment avec le double toucher. Hein. Je suis le seul corps du monde, ou le seul objet du monde, qui est capable à la fois de sentir et de se sentir. Hein, de se sentir sentant et de se sentir senti. C'est le double toucher, hein, quand j'appuie sur ma main, le bout de mes doigts touche mon poignet, mais mon poignet touche aussi le bout de mes doigts, donc je me sens en train de sentir. Donc ça, on a l'impression qu'on n'a pas besoin du regard des autres pour le savoir. Et pourtant, on peut dire que, ok, mais quand il parle ici de se sentir exister, il y a quand même déjà une certaine forme d'élaboration d'un tout. Je pense qu'on pourrait y répondre comme ça à cette objection. Le bébé, par exemple, il sent bien des parties de lui. Mais il ne se sent pas exister, il sent qu'il y a des choses, et il y a des choses qui se passent dans un machin qui l'affecte. Mais disons que la formation de son intégrité, hein, le sentiment des limites claires de son corps, et des limites claires de ce qu'il est, de l'unité de son propre corps, et bien ça met un petit peu de temps à se construire. Et peut-être qu'il a besoin, par exemple, d'en passer, je sais pas, par le miroir, ou par un tas d'expériences qui vont l'aider à s'approprier lui-même comme un tout dans une sensation. Alors, troisième remarque sur cette phrase, il dit « Et notre réflexion est toujours un retour à nous-mêmes, qui doit d'ailleurs beaucoup à notre fréquentation d'autrui. » Alors ici, ce que dit Merleau-Ponty, c'est que la réflexivité n'est pas première, et elle suppose également la médiation d'autrui. Alors, d'abord, la réflexivité, c'est bien... donc la réflexivité, hein, vous vous rappelez, c'est la capacité de l'être humain à se prendre lui-même pour objet de réflexion. Hein. Vous vous souvenez que c'est l'étymologie de la lumière, l'étymologie du miroir, hein, réfléchir. Hein, et donc une des capacités qu'a la conscience, c'est de s'observer elle-même. On peut... par exemple, prendre conscience qu'on est en train de réfléchir. Donc il y a une espèce de dédoublement de la conscience qui est capable de prendre du recul sur ce qui se passe en elle, de se juger, de se critiquer, de se corriger, etc. etc. Et bien justement, la réflexivité qui ferait naître une idée abstraite du soi ne vient qu'ensuite. C'est un retour à nous-mêmes, elle n'est pas première, on ne commence pas par se réfléchir, mais d'abord on commence par se sentir. Et Merleau-Ponty ajoute une chose, c'est que même cette réflexivité, qui a l'air d'être le sommet de l'autonomie de notre conscience, qui arrive à se penser toute seule, au fond on pourrait dire qu'elle est déjà un petit peu médiatisée par autrui. Quand est-ce que je commence à réfléchir sur moi-même? Eh bien, au fond, c'est quand j'adopte un peu un point de vue extérieur sur moi-même. Et ça, ce n'est peut-être possible que si j'ai réussi à intérioriser le regard des autres. Par exemple, dans l'expérience de la fierté ou de la honte. Réfléchir au fond et donc penser le moi, et ben c'est se juger comme de l'extérieur, et ça suppose probablement, d'abord c'est probablement un phénomène assez tardif de la conscience, et en plus ça suppose probablement l'habitude de prendre la place des autres pour se regarder, ce qui suppose de les avoir rencontrés. Bien. Donc c'était la partie, je pense, la plus difficile du texte, parce qu'elle demandait de mettre en place tout un tas de définitions et de deviner un petit peu quels étaient les adversaires de Merleau-Ponty, et de voir aussi sa méthode, quoi, qui consistait à dire que l'idée du moi, au fond, on en a une construction assez intellectuelle, assez abstraite, et qui probablement déforme l'expérience réelle dans laquelle le moi se fabrique. Hein, c'est pas un machin qui existe déjà tout donné, déjà tout fait, c'est pas juste une idée abstraite, intellectuellement construite, mais c'est quelque chose qu'on apprend à sentir au contact du monde, au contact des autres, et qui se fait petit à petit, et qui se fabrique pas tout seul. Voilà en somme l'objet de la première partie. Alors, je passe au second paragraphe. Alors donc c'est l'exemple du nourrisson. Un nourrisson de quelques mois est déjà fort habile à distinguer la bienveillance, la colère, la peur sur le visage d'autrui, à un moment où il ne saurait avoir appris par l'examen de son propre corps les signes physiques de ses émotions. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Merleau-Ponty? Il dit que, d'abord il faut essayer de comprendre la fonction de cet argument du nourrisson. Donc ici, ce qu'il cherche à prouver, c'est que la découverte de son propre esprit en passe par la découverte de l'esprit des autres. Il faut avoir compris que les autres pensent pour comprendre que soi-même on est capable de penser, et qu'il y a une vie intérieure en nous.
et comprendre le contenu de cette vie intérieure, on passe par la compréhension du contenu de la vie psychique des autres. Donc ça, c'est la fonction de l'argument. Alors, je vais maintenant commenter un petit peu cette phrase. Donc, vous voyez qu'elle est construite en deux temps. D'abord, il dit que le nourrisson, il sait facilement distinguer les émotions sur autrui et qu'il a du mal à le faire sur lui-même. Alors, je vais donc commenter ces deux passages un par un. Alors, pourquoi il commence par dire qu'il y a une habileté à distinguer les émotions sur autrui et comment est-ce qu'on peut en être sûr? Alors, d'abord, je pense qu'il faut rappeler un petit peu la définition de l'émotion qu'on avait travaillé en classe et se rappeler sa double nature. L'émotion, c'est ce qui... motion, c'est le mouvement, ce qui me bouge, ce qui me meut. Et c'est ex, donc vous voyez, l'émotion, c'est ce qui meut à l'extérieur. C'est ce qui... c'est l'extériorisation de mon vécu intérieur. C'est littéralement ça, l'émotion. Donc, pourquoi il y a une double nature de l'émotion? C'est parce que c'est d'abord, il y a un phénomène intime qui se passe dans l'émotion. La colère, elle se passe bien en moi, dans mon cœur. Je sens un bouillonnement intérieur. Pareil pour la peur ou la joie, etc. Et en un sens... Le bon acteur saura dissimuler ses émotions et en faire vraiment un phénomène privé. Mais d'un autre côté, l'émotion, c'est aussi c'est ce qui sort à l'extérieur, c'est ce que j'ai envie d'exprimer. Ex, on réentend l'extériorité, et primer, c'est presser à l'extérieur de soi-même. Justement, je vis vraiment mon émotion que quand je la fais vraiment ressortir. Et on voit bien que tant que par exemple je la partage pas avec autrui, tant que je l'ai pas exprimée, en un sens je la contiens et je la vis pas vraiment telle qu'elle est. On a tous déjà fait cette expérience de voilà, c'est quand on se confie à quelqu'un que les pleurs arrivent et jusqu'alors on n'arrivait pas à pleurer. Donc voilà, l'émotion c'est un petit peu une espèce de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est l'intériorité qui s'exprime à l'extérieur, mais aussi l'extériorisation qui fait qu'à l'intérieur on va mieux vivre ce que l'on vit. Deuxième définition, c'est l'idée du visage. Il me semble que donc de la même façon, les émotions s'expriment particulièrement bien sur le visage parce que le visage c'est aussi une espèce d'interface privée-publique, intérieure-extérieure. Pourquoi? Le visage, c'est ma partie la plus exposée. C'est la partie nue de mon corps. Tout le reste est plus ou moins caché. Et en un sens, c'est aussi la partie la plus vulnérable, dira un autre philosophe qui s'appelle Lévinas. Mais du coup, c'est surtout une partie qui est publique. Dans laquelle je passe et je transmets beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, c'est aussi la partie la plus intime, puisque c'est sur mon visage que passe mon intériorité, que passent mes émotions. Alors, je pense qu'un exemple qui le montre bien, c'est l'exemple du regard. Vous voyez, le regard est porteur d'une certaine intentionnalité, d'une certaine intention. Quand on porte ce regard sur quelque chose, c'est parce qu'on a un projet, où notre attention a été captée par quelque chose et on cherche à s'enquérir, par exemple, on veut savoir ce qui se passe, ou alors on regarde quelque chose parce qu'on le désire, parce qu'on en a peur, parce qu'on voudrait fuir, parce qu'on voudrait s'en rapprocher, etc. Et vous voyez qu'en voyant bouger les yeux de quelqu'un, dès qu'on voit que quelqu'un, regarde, si je fais comme ça et puis hop je regarde là, vous avez envie de voir qu'est-ce qui s'est passé par ici, ou si je fais comme ça, je tourne la tête, je dis quelqu'un est rentré, on le voit pas sur la caméra ou que sais-je. Donc on va immédiatement interpréter le mouvement des yeux en se disant l'œil trahit la pensée, ou l'œil, c'est l'œil, le mouvement des yeux c'est l'œil qui pense, ou c'est la manifestation de la pensée dans l'œil. On se dit pas que c'est un mouvement réflexe idiot, mécanique, on y cherche tout de suite un sens. Le visage est parce qu'il il manifeste l'intention des yeux, parce que c'est aussi là où il y a la bouche et où donc tout le sens des paroles s'exprime. Bien sûr, le visage précisément, on a le cœur de l'expression de l'expression des émotions, c'est-à-dire le cœur de l'interface entre ce qu'il y a de plus intime et ce qu'il y a de plus public. Et alors comment est-ce qu'on sait que le bébé est capable de lire ses émotions sur le visage? C'est tout simplement qu'il réagit. Il réagit différemment selon la manière dont on s'adresse à lui, dont on lui fait des grimaces. Il sait que quand on lui fait des guilis, qu'on lui fait des sourires et des grimaces, ça le fait rigoler. Si on fronce un peu les yeux, il va se mettre à pleurer, il sent qu'il va avoir peur, etc. Donc il est parfaitement capable de distinguer que les différents mouvements du visage n'ont pas tous la même fonction. Ils sont pas tous absurdes, c'est pas juste un espèce de mouvement chaotique. Alors que vous voyez, si un bébé il regarde un arbre, les mouvements de feuilles d'un arbre dans lequel le vent souffle, il y a aussi des mouvements, mais il va pas y chercher une intention, il va pas nécessairement y chercher un sens à ces différents mouvements, il va pas nécessairement chercher à les distinguer pour comprendre comment est-ce que lui doit réagir vis-à-vis de ça. C'est pas mal ça. Mouvement du visage versus mouvement des arbres.
Hop là. Bien. Et d'ailleurs, hein, s'il commence à essayer d'interpréter le mouvement des arbres, c'est qu'il fait ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Il va essayer de projeter une intentionnalité dans quelque chose qui en a pas, des intentions dans ce qui en est dépourvu, du sens dans ce qui n'est que mouvement dénué de sens. Bref, alors, donc ça c'était la première partie. Mais alors pourquoi est-ce que Merleau-Ponty dit que sur lui-même il a du mal à le faire? Eh bien, voilà, hein, où il ne saurait avoir appris par l'examen de son propre corps les signes physiques de ses émotions, mais c'est que justement il n'est pas spectateur de son propre corps, le bébé. Son corps est pour lui un élément très étranger, qui ne s'est pas approprié, qu'il a du mal à se représenter et à sentir comme un tout bien uni. Je vous avais déjà dit que l'enfant, il ne voit pas son cou. Et quand il essaye de bouger le bras pour attraper quelque chose, bah, le bras il fait BAM et il se barre dans n'importe quel sens. Son corps est pour lui un étranger qu'il a du mal à regarder et à observer sereinement. En fait, c'est beaucoup plus facile de comprendre que le corps est une unité structurée et signifiante dans le corps de l'autre, parce qu'on y a un accès bien plus aisé. Et ce qui le montre bien, c'était l'expérience du miroir dont je vous avais parlé en classe, c'est que les enfants se reconnaissent pas tout de suite dans le miroir. Ça met du temps, alors qu'ils reconnaissent tout de suite leur papa et leur maman. Le stade du miroir, c'est quelque chose qui est assez difficile à acquérir, puisque ça suppose d'avoir déjà une image de soi-même dans sa tête, à comparer avec ce qu'on va voir dans un machin qui est à l'extérieur de nous. Donc il faut une capacité de comparaison, une capacité d'extraction, une capacité de projection. Ouais, c'est quelque chose de très compliqué. Alors que le visage de la mère, le visage du père, le visage du frère, de l'ami, se présente immédiatement à moi dans sa totalité. Et il n'y a pas tellement de soucis. Bien. Et en un sens, ce qui est rigolo, c'est que autant le corps des autres nous apparaît comme quelque chose de signifiant, dit Merleau-Ponty, autant mon propre corps commence par m'apparaître comme un machin absurde. Le bébé est d'abord un arbre, si je pouvais le dire un peu méchamment. Il s'apparaît à lui-même comme un mouvement de feuilles d'arbre, alors qu'il voit bien que le corps de l'autre est doué d'intention. Alors il y a un petit exemple, ça, évidemment vous n'étiez pas du tout censé le connaître, mais j'en profite pour le rajouter, où on voit que ça se traduit assez dans l'apprentissage du langage, puisque le mot « je » met pas mal de temps à venir dans l'apprentissage du langage, et les enfants commencent par se nommer avec leur propre nom. Hein. Ils disent voilà, Terence a faim, Louise a sommeil, etc. Ils disent pas « je ». Mais en fait, c'est logique. Parce que les adultes, comment est-ce qu'ils s'adressent aux enfants? Bah, ils s'adressent par leur prénom, ils leur disent pas « je ». Parce que « je » c'est eux-mêmes. Et donc en fait, c'est vachement bizarre, parce que les enfants au début, ils ont nécessairement l'impression que tout est un nom propre. Et que quand papa il dit « je », c'est qu'en fait « je » c'est son prénom. Mais le problème c'est que sa maman elle dit « je » aussi. Et du coup là il y a un truc un petit peu bizarre qui se passe. Et au fond... il va falloir passer du nom propre au pronom, ce qui va remplacer le nom. Et donc on voit bien que le jeu c'est un mot qui est très compliqué, parce qu'il désigne pas mon individu, il désigne ma capacité à réfléchir sur moi-même, il désigne ma capacité à me considérer comme un individu, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et du coup, ça demande un certain travail. Et en fait, on voit bien, je vais aller un tout petit peu plus loin dans ça, c'est que pour savoir correctement utiliser le mot « je », il faut avoir compris le mot « tu ». Parce que c'est seulement quand on a compris que mon père, ma mère, mon frère a une intériorité, et que c'est cette intériorité-là qu'ils désignent quand ils disent « je », autrement dit, quand je dis « tu », je vise leur intériorité, et pas simplement leur personne physique, ou le fait que ce soit un objet du monde qui a un nom. Quand je dis « tu », je comprends bien qu'ils sont capables, eux, de réflexivité, hein, d'avoir rapport à eux-mêmes sous la forme du jeu, que enfin je me dis mais en fait moi aussi j'ai ce truc là en moi, cette réflexivité, cette capacité de me désigner moi-même, que l'autre a en partage. Et quand je commence à dire je, j'ai compris que tous les autres humains ont le droit de dire je, parce que tous les autres humains ils ont aussi cette intériorité, cette capacité à se désigner eux-mêmes et à se réfléchir. Donc vous voyez, le mot jeu et le mot tu sont contemporains en fait, on ne peut pas vraiment les distinguer. Et on ne pourrait pas dire je si on était seul au monde, ça n'aurait aucun sens. Bien, alors je continue. Donc deuxième phrase du paragraphe, c'est donc que le corps d'autrui, dans ses diverses gesticulations, lui apparaît investi d'emblée d'une signification émotionnelle. C'est donc qu'il apprend à connaître l'esprit
tout autant comme comportement visible que dans l'intimité de son propre esprit. Donc ici, Merleau-Ponty tire un peu les conséquences de ce qu'il vient de dire. Hein. Il dit, mais alors d'où elle vient cette intelligence de la compréhension des émotions sur le corps des autres? Et bien alors, première chose, c'est que le corps d'autrui, et le corps en général, n'est pas un objet. Ou plutôt, c'est un objet signifiant. C'est pas un objet comme les autres. C'est pas une chose. Hein. C'est une chose animée, c'est une chose intentionnelle, c'est une chose qui est capable de signification. Et on remarque que l'émotion fonctionne exactement comme un langage, puisqu'on est capable de distinguer les émotions les unes des autres. Et comment est-ce qu'on va apprendre à diversifier notre palette d'émotions? Et bien exactement de la même manière dont on va distinguer, dont on va commencer à distinguer les mots. Par exemple, on sait distinguer, je sais pas moi, l'ironie de la moquerie. Ah, vous voyez, c'est difficile de faire la distinction entre les deux. Et bah, de la même façon qu'on va distinguer les mots, voilà, petit à petit. Ou alors, je sais pas, on prend n'importe quelle distinction du programme, hein, l'obligation et la contrainte, subjectif, objectif, voilà, des choses qui pourraient être confondues. Et bien, de la même façon, pour les émotions, on va apprendre à lire sur le visage des autres la différence entre le sourire et le sourire narquois. Physiologiquement, voilà, il n'y a pas grand chose qui bouge, c'est assez subtil, et pourtant on va dire, ah mais ouais, il sourit pas exactement comme d'habitude, ça veut sûrement dire qu'il y a une autre, qu'il y a une autre signification. Et on voit que justement tous nos gestes, hein, ce sont justement pas des mouvements absurdes, mais ce sont des mouvements signifiants, des mouvements qui sont le signe d'une intention, qui sont le signe d'un sens, qu'on est en train de transmettre à l'autre, qu'on adresse à l'autre. Par exemple, la grimace, voilà, je vous signifie que j'ai mal, je me signifie que je me moque de vous, je signifie que je joue avec vous, etc. Le sourire, etc. Alors, vous remarquez ici que Merleau-Ponty ne dit pas geste, il dit gesticulation. Alors c'est un petit peu rigolo, je me suis demandé pourquoi il disait ça. Alors parce que c'est un côté un petit peu péjoratif, hein, on gesticule, c'est un peu n'importe comment, et c'est justement la gesticulation. C'est un terme qui montre un mouvement désordonné et un mouvement qui pourrait ne pas avoir de sens. Qu'est-ce que c'est que cette gesticulation? Alors je pense que ici ce que Merleau-Ponty veut dire, c'est que précisément pour faire comprendre au bébé le sens de nos gestes, le sens de tout notre langage corporel, on peut appeler ça du langage non verbal, et ben c'est qu'on exagère les gestes. Hein, les bébés, on fait des voilà, on grimace particulièrement pour qu'ils comprennent bien que c'est un geste sur lequel il faut porter son attention parce qu'il s'y passe quelque chose. C'est pas n'importe quel geste. Hein, on caricature un petit peu nos gestes précisément par souci pédagogique. Et du coup, ce qui pouvait apparaître comme une gesticulation, c'est-à-dire comme un mouvement désordonné et absurde, va petit à petit devenir un geste, c'est-à-dire un mouvement très sensé et très compréhensible en un sens. Juste petite étymologie, geste, hein, gesticulation, ça vient de gero en latin, qui veut dire porter sur soi, porter devant soi ou jouer un rôle parfois. Hein. Et on voit bien que le geste, c'est qu'on porte devant soi la signification qu'on cherche à exprimer. Hein. Mais je pense qu'ici, c'est assez clair. Bien. Alors, petite remarque au passage. On peut aussi noter qu'il y a tout un caractère arbitraire du langage du corps. Alors certes, il y a sûrement des gestes très naturels. Voilà, dans la douleur, on va avoir un tressaillement. Dans la colère, voilà, on va se comprimer, on va se contracter, etc. Mais il y a aussi tout un tas de gestes corporels qui sont signifiants, qu'on a appris et qui sont pas naturels mais culturels, puisque on le sait parce que ça varie selon les cultures. Et par exemple le sourire, voilà, qui peut être signifiant pour nous comme une ouverture à l'autre, comme un geste d'amitié, peut dans d'autres pays, par exemple en Chine, avoir la signification du reproche en réalité. Alors du coup on voit bien l'ambiguïté et le quiproquo qui peut se produire à cause de ça.
Bien, donc le corps d'autrui est donc signifiant. Alors la conséquence de ça, c'est que qu'il apprend à connaître l'esprit tout autant comme comportement visible que dans l'intimité de son propre esprit. Bah, c'est donc qu'on a une remise en cause de la distinction entre l'esprit et le corps, entre l'esprit et la matière. Il n'y a pas d'un côté un machin invisible, spirituel, fermé en lui qui porterait la charge de la signification, et de l'autre côté une matière inerte, absurde, qui est incapable du moindre sens. Au contraire, euh, on voit bien que dans l'expression de l'émotion, et qui est l'expression première, apparemment, justement, la signification se mêle à la matière, et la matière est porteuse de signification. Et on voit bien que ce qui est vraiment très, très étonnant ici, c'est que on pouvait avoir l'impression que mon esprit m'apparaissait à moi-même comme un machin intérieur, privé, et que c'est comme ça que je me représentais moi-même mon esprit, mais on voit bien ici à l'inverse que l'esprit, euh, euh, que l'esprit c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il se distingue pas si bien du corps que ça, il est pas si intérieur que ça, et il est pas si personnel que ça. C'est plutôt un mélange de ma vie intérieure et de la vie du corps, et non seulement de la vie de mon corps, mais de la vie du corps de l'autre. Et il me semble que le mot de comportement qu'on avait vu dans l'autre texte de Merleau-Ponty marque bien cette frontière entre le visible et l'intime, puisque le comportement, je vous le rappelle, c'est la structure qui va organiser dans une signification tout un ensemble de gestes. Quand on dit que voilà, on a un comportement joyeux, c'est pas juste qu'on a souri, c'est qu'on a souri, on a adopté un ton enjoué, on a, je sais pas, on a le visage détendu, on va être, je sais pas, prêt à sauter de joie ou que sais-je. Et vous voyez, c'est tout un ensemble de gestes qui individuellement ne veulent pas dire grand-chose et qui, quand ils sont organisés dans la structure d'un comportement, deviennent les indices d'une certaine émotion. Et donc, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que le comportement, c'est à la fois quelque chose qui va structurer tout mon corps, qui va faire comprendre que signifie mon corps aux autres, mais en même temps, c'est quelque chose d'invisible, puisque c'est l'organisation invisible de différents éléments visibles. Et on voit bien que du coup, le comportement est à la frontière du visible et de l'invisible. Bien. Alors, la fin de cette deuxième partie, on peut se demander, ok, d'accord. La conscience de soi suppose une certaine forme d'apprentissage. Le bébé, il a besoin effectivement d'un peu de temps pour se faire une idée de soi-même, pour se sentir lui-même comme un tout avec des limites bien définies. Ok, mais au bout d'un moment, donc peut-être que la conscience de soi n'est pas innée, mais au bout d'un moment, elle acquiert quand même une certaine autonomie. Et autrui, finalement, est expulsé de ma propre pensée une fois que j'en ai bien fermé les limites et que je l'ai bien constitué comme un tout, comme une identité. Vous vous rappelez la définition de l'identité, il y a une forme d'unité, une forme de singularité, il n'y a que moi à pouvoir être moi-même, et une forme de mêmeté, il y a une continuité entre mes différentes expériences qui s'instaurent. Et au bout d'un moment, ça c'est en place, la conscience de soi semble être le cœur de cette identité, et donc le cœur de la seule chose qui est authentiquement moi-même. Et bien Merleau-Ponty va dire justement pas. Chez l'adulte aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, autrui est encore présent au cœur même de son intimité. Alors pourquoi? Eh bien, dit Merleau-Ponty, l'adulte lui-même découvre dans sa propre vie ce que sa culture, l'enseignement, les livres, la tradition lui ont appris à y voir. Le contact de nous-mêmes avec nous-mêmes se fait toujours à travers une culture, au moins à travers un langage que nous avons reçu du dehors et qui oriente dans la connaissance de nous-mêmes. Qui nous oriente, pardon, dans la connaissance de nous-mêmes. Alors, donc deux phrases que je vais commenter séparément. D'abord, Merleau-Ponty nous dit que l'adulte se découvre, découvre dans sa propre culture ce qu'on lui a appris à y voir. Donc plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que la culture? Alors ici, c'est explicité avec trois exemples. C'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que les livres nous ont dit, ce que la tradition nous a transmis. Donc ici, la culture, il faut l'entendre comme la civilisation, la culture particulière par opposition aux cultures étrangères dans laquelle je suis né. Mais on voit bien aussi que ce mot de culture a les deux autres sens qu'il a habituellement, puisque c'est aussi la culture par opposition à la nature. Ce n'est pas naturellement justement que je découvre ma propre vie. J'ai besoin de la médiation d'une culture quelle qu'elle soit, c'est-à-dire de la culture en général, du travail de l'esprit sur lui-même.
Et enfin, le mot culture a un troisième sens, hein, c'est celui d'érudition, hein, quand on dit de quelqu'un qu'il a une très bonne culture générale. On voit bien que plus la culture, plus l'érudition est importante, mieux je vais réussir à me découvrir moi-même et à être fin dans mes analyses psychologiques, par exemple. Hein. Donc je vous rappelle les trois sens de culture, c'est culture par opposition à la nature, le travail de l'homme sur lui-même, ce qu'il s'est inventé sur lui-même. La culture par opposition aux autres cultures, c'est une culture parmi les autres, donc c'est une certaine façon de s'approprier son propre esprit, sachant qu'on aurait pu faire autrement, on aurait pu avoir d'autres traditions, d'autres livres, d'autres enseignements, etc. Et enfin, troisième sens de culture, qui est la culture individuelle, hein, et qui est la manière dont moi-même je m'approprie ma propre culture, plus ou moins profondément, plus ou moins largement, aussi ma manière de dépasser ma culture et d'aller vers d'autres cultures éventuellement. Et donc, qu'est-ce que c'est que la culture? On le voit, ben, c'est le produit de la relation entre les hommes. La culture, c'est justement ce qui n'est pas la création d'un individu particulier, mais c'est ce que l'individu reçoit quand il naît dans un certain milieu, ce qu'on lui enseigne, c'est ce dont il hérite. Non pas biologiquement, mais voilà, c'est ce qu'il hérite, non pas par hérédité, mais par héritage. Alors, bien. Et bien justement, comment est-ce que la culture justement va modifier la conscience de soi? Et bien tout d'abord, la culture produit en nous un certain nombre de déterminismes de la pensée. Elle influence notre pensée. Euh, Par exemple, elle influence nos goûts. On va aimer tel ou tel. Est-ce qu'on va aimer manger épicé ou pas? Est-ce qu'on va aimer tel type de peinture ou non? Et bien, c'est le fait d'avoir baigné dans certaines habitudes, dans certaines pratiques, dans certaines choses qui sont valorisées et d'autres qui sont dévalorisées, qui vont me faire adopter telle façon de penser le monde et surtout telle façon de me penser. Alors, par exemple, est-ce que je valorise l'honneur ou pas? Est-ce que je suis prêt à mourir pour une question d'honneur? On va voir que dans certaines cultures, ma vie sera insupportable si je perds mon honneur, et dans d'autres cultures, bah, on s'en fiche. Et on s'en fiche. Disons, on fera pas de seppuku pour cette raison-là. Et du coup, je me pense à l'aune des valeurs de ma culture que j'ai acquises au fond. Et je me construis, je vais choisir mon orientation, je vais choisir mes goûts, enfin je vais hériter de mes goûts à l'aune justement de cette culture. Alors ça veut dire que au fond quand je fais l'expérience de ma vie intérieure, je l'invente pas telle qu'elle, et même je la connais pas, je la reconnais à partir d'autre chose. Alors un petit exemple ici, c'est Madame Bovary. Madame Bovary, quand elle a un amant, elle dit: ah ça y est, je découvre enfin l'amour. Tout ce que j'ai pu lire dans les livres sur l'amour, enfin je l'expérimente en première personne. Et alors ça c'est quand même très étonnant, parce qu'on a l'impression que l'amour, voilà, c'est un sentiment intime, personnel, etc. Finalement, qui est immédiatement clair à lui-même, que je vais éprouver directement, immédiatement. Et bien précisément, qu'est-ce que nous dit ici Merleau-Ponty? C'est que pas du tout. J'ai d'abord besoin de savoir ce qu'on entend par amour. Ben justement, grâce aux livres, grâce aux contes de fées, grâce aux récits des autres, etc., pour savoir qu'au fond, c'était ça que j'éprouvais. J'ai besoin non pas de connaître l'amour, mais de le reconnaître en moi. Ce qui suppose bien la médiation de la culture. Et on voit bien, quand on veut savoir ce que c'est que l'amour, on se demande, mais est-ce que c'est ça être amoureux? Est-ce que voilà, quand on est en couple, au début du couple, est-ce que je suis déjà amoureux ou pas encore? Est-ce que c'est ça l'amour? Ah non, c'est pas encore ça l'amour. On attend quelque chose de plus. On sent que c'est pas encore là, mais on sait pas bien dire ce que c'est ou ce que c'est, parce que bah, justement, on n'a pas encore reconnu cette expérience que nous a livrée la culture. Alors ça pose une question, c'est que si je découvre ma propre vie à l'aune de ma culture, ça veut au fond dire que je suis un peu prisonnier de ma culture, et que finalement je subis ma culture, je me subis moi-même, je suis entièrement façonné par ma culture jusque dans mon intimité la plus privée. Alors on pourrait répondre à ça que peut-être, mais bon, je peux aussi voyager, hein, et faire l'expérience d'autres cultures, élargir mes horizons précisément par ma culture générale, hein, et peut-être ne pas être prisonnier du carcan culturel que j'imagine. Hein, peut-être que c'est la culture qui est le remède à la prison culturelle. Deuxième phrase, le contact de nous-mêmes avec nous-mêmes se fait toujours à travers une culture, au moins à travers un langage que nous avons reçu du dehors et qui nous oriente dans la connaissance de nous-mêmes. Alors ici, c'est peut-être le phénomène culturel le plus public et le plus intime dont on puisse faire expérience, c'est le langage. Je reçois le langage. J'aurais pu en recevoir un autre. J'aurais pu parler anglais, chinois, coréen ou que sais-je. Et le langage insiste sur des mots, enfin la langue
qu'on pratique insiste sur des mots plutôt que sur d'autres. En anglais, par exemple, on a des milliers de mots sur les bateaux. Voilà, alors il y a deux linguistes, hein, enfin, c'est l'hypothèse Sapir-Whorf qui dit que voilà, par exemple les Inuits, ils ont beaucoup plus de mots pour désigner les différents aspects de la neige, de la glace, etc. Que dans le monde arabe, on a beaucoup plus de mots pour désigner le vocabulaire du chameau. Et évidemment, en France, on en a nécessairement moins parce que notre monde s'est pas constitué autour de ces expériences. On n'a pas eu besoin de nommer des distinctions raffinées. Et finalement, le fait de ne pas disposer du mot nous empêche de voir et de faire attention, de porter notre attention sur la chose. Ça, c'est un truc qu'on avait vu dans le cours sur Descartes, quand on avait vu la distinction entre abstrait et concret. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté quand je vous ai parlé d'œnologie. Vous voyez, pour apprendre à distinguer précisément nos perceptions, on a besoin d'en passer par la médiation du vocabulaire. On a besoin d'apprendre le vocabulaire du vin pour ne pas se contenter de dire « Ah bah moi dans le vin, je sais quand j'aime et je sais quand j'aime pas ». Et pour dire « Ah bah voilà, c'est tannique, c'est fruité, voilà, fruit des bois, que sais-je, il y a du tonneau, il y a de l'élevage ». Voilà, l'attaque elle est comme ci, etc. etc. Donc on a besoin de travailler le vocabulaire pour comprendre ce qui semblait apparaître comme une immédiateté absolue qui était la sensation. Et donc on voit que c'est quelque chose que je reçois qui me permet d'avoir accès à ce que je ressens immédiatement. Et donc je ne ressens pas les choses immédiatement. Je les ressens immédiatement à travers ce que je reçois par le langage. C'est quand même quelque chose d'extrêmement étonnant. Et du coup, c'est vrai aussi pour ma façon de me penser moi-même. Le contact de nous-mêmes avec nous-mêmes se fait par le langage. Quand je me pense, j'utilise les mots de mon langage, les émotions le nom des émotions que j'ai apprises, le nom des émotions que j'ai appris. Voilà, je porte mon attention plutôt sur certaines choses que sur d'autres. Sur peut-être l'ironie plutôt que l'humour en France, ou je sais pas, mais enfin, je vais du coup interroger mon introspection à l'aide d'outils qui ne sont pas les mêmes selon le langage que j'ai ou selon la culture que j'ai. Selon aussi les héros de ma culture, par exemple. Je ne vais pas un grec se penser sûrement plus par rapport à Achille et Ulysse. Nous, on a d'autres héros, d'autres figures qui vont nous aider à nous construire et avec lesquels on va s'identifier. Et on se pense toujours par l'intermédiaire des prototypes d'êtres, des prototypes d'individus produits par notre culture. Alors, de la même façon qu'on avait dit qu'on était prisonnier de sa culture, est-ce qu'on est du coup prisonnier de son langage? On pourrait répondre quand même que on est capable de faire des traductions et que peut-être que on n'a pas plein de mots pour dire la neige ou pour dire le vocabulaire du chameau, mais c'est juste que le fait de ne pas posséder le mot nous empêche de porter notre attention sur. Mais on est capable de porter notre attention sur. Et il suffit de faire un effort de traduction, de faire un effort d'attention pour le dire par exemple par périphrase. Le langage est quand même assez souple. Peut-être qu'on ne peut pas tout dire en un mot, mais on peut utiliser plusieurs mots pour désigner une réalité qu'on a du mal à dire. On peut aussi inventer des néologismes pour compléter les éventuels manquements d'une langue. Alors, on pourrait conclure cette troisième partie avec une énorme objection. Comment est-ce qu'on pourrait se connaître et se réaliser dans ce qu'on a de singulier, de ce qu'on a d'unique, si tout ce qui fait le plus intime de mon identité est en fait le produit de ma culture? Alors, c'est la fin du texte qui y répond. Si bien qu'enfin, le pur soi, l'esprit, sans instrument et sans histoire, s'il est bien comme une instance critique que nous opposons à la pure et simple intrusion des idées qui nous sont suggérées par le milieu, ne s'accomplit en liberté effective que par l'instrument du langage et en participant à la vie du monde. Alors, plusieurs remarques. Donc on voit que le paragraphe là il est construit un peu en trois bouts. Il y a d'abord cette idée d'un pur soi, et ensuite il veut dire d'un côté le pur soi c'est une instance critique que nous opposons à des choses, et d'un autre côté c'est aussi un machin qui est suggéré par le milieu, qui est produit par le milieu. Donc je vais essayer d'articuler en trois remarques ces trois idées. Alors d'abord, ce serait quoi? C'est l'espèce de pur soi sans instrument et sans histoire. Donc l'instrument ici, évidemment, c'est la culture. C'est le langage, le jugement des autres, c'est tous les instruments conceptuels essentiellement qui font que je suis ce que je suis. Ce peut aussi être les instruments, évidemment, je dis intellectuels, mais physiques, la gymnastique, la danse, etc., qui vont finalement façonner le moi que je suis, qui vont le cultiver. Donc, cette idée d'un pur soi,
c'est le soi de personne. Hein, c'est le sujet, la substance pensante en général, la fonction, hein, la fonction de penser. Eh bien, ce pur soi, on comprend bien d'après ce que vient de dire Merleau-Ponty, c'est aussi une pure fiction en tant que telle. Hein. On aimerait bien penser qu'en nous, il y a un pur soi qui est capable d'apprendre des choses, etc. Une espèce de fonction du soi qui existerait à part sa culture, à part son histoire, etc. Mais on voit bien que c'est n'importe quoi. En un sens, on hérite de soi-même. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de liberté? Alors, je pense qu'on peut dire que Merleau-Ponty répond en disant non, mais dans le soi, il y a deux choses. Alors peut-être qu'un pur soi atemporel, universel, etc., ça n'existe pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quand même une fonction sujet en nous. Et évidemment, il y a une instance critique qu'on est capable d'opposer à ce qu'on reçoit. On est capable de juger, et c'est ce qu'on appelle la réflexivité. Alors peut-être que la réflexivité, elle est acquise, mais une fois qu'elle est acquise, elle est utilisable, et elle nous permet quand même de construire une certaine forme d'autonomie de la pensée. Elle nous permet de critiquer, voilà, de critiquer ce qu'on reçoit, de se mettre en retrait de ce qu'on pense, de se juger, et du coup de ne pas coïncider avec toutes les déterminations sociales, ou physiques, ou biologiques qui s'imposent à nous. Euh, on peut se dire non à soi-même, par exemple, ce qui montre bien que voilà, il y a une forme d'autonomie du moi. Alors par contre, c'est en un sens, ce pur soi, c'est un peu une fonction vide. Hein. Elle est un peu sans contenu tant qu'elle n'est pas insérée dans une histoire, dans une langue, dans quelque chose. Et au fond, une fonction, enfin, et au fond, une fonction critique qui n'aurait rien à critiquer, bah finalement ferait pas grand chose et serait réduite à rien. Et c'est pourquoi Merleau-Ponty complète en disant que certes il y a cette instance critique, mais voilà, notre liberté effective ne s'accomplit que par l'instrument du langage et la participation à la vie du monde. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir des choses à critiquer, il faut bien avoir des outils aussi intellectuels, conceptuels, pour réfléchir à ce qu'on vit. Et par exemple, quand on vit, je sais pas, une dépression, euh, on voit bien que c'est pas si simple à savoir ce qui se passe en nous. Ou même quand on grandit, voilà, quand on devient adolescent, quand on devient adulte, quand on quitte l'enfance, il se passe des trucs qu'on ne sait pas bien ce que c'est, dont on ne sait pas ce que c'est, et c'est mystérieux, et on a besoin justement de tout le support, de tout l'héritage millénaire de la culture pour réussir, par exemple avec des rituels, à acter que je suis devenu un adulte, comme le rituel du baccalauréat ou d'autres rituels ailleurs. Euh, voilà. Et du coup, c'est seulement par cet intermédiaire-là que je réussis à vraiment me développer moi-même, à être moi-même et à me construire. Donc on voit bien que certes, la culture, en un sens, fait intrusion, fait effraction en moi, elle me forme un petit peu malgré moi, mais c'est aussi ce qui me donne... ce qui me donne la matière à choisir qui je suis, ce qui me donne de quoi travailler. Et voilà, tant qu'on n'a pas ce matériau-là, au fond, on est dans un fantasme vide et on n'est absolument rien du tout. Ça me fait penser à une petite remarque que Kant fait dans l'introduction à la critique de la raison pure. Il dit, bah, voilà, la colombe, elle s'imaginerait qu'elle irait plus vite s'il n'y avait pas d'air pour avancer, parce que ça limiterait les frottements. Mais en même temps, c'est l'air qui l'apporte. Et donc, on voit bien qu'ici, ce qui semble nous limiter est en réalité la condition grâce à laquelle je peux être ce que je suis. Alors, en conclusion, on peut dire que bon, ce texte d'abord est magnifique, hein, et cette idée que la rencontre avec l'autre est la condition de la rencontre avec soi-même est quand même assez magnifique, et elle fait vraiment de l'être humain un être relationnel. Et ce qui est assez beau dans ce texte, c'est quand Merleau-Ponty réussit en plus à maintenir l'idée de liberté malgré cette idée-là. Et on voit bien ici, je pense qu'on pourrait commenter dans conclure une toute dernière expression, c'est que c'est en participant à la vie du monde que je vais me fabriquer. C'est qu'il y a un enjeu politique aussi qu'on pouvait voir suggérer ici, c'est que c'est seulement dans ma rencontre avec les autres et dans les décisions que je vais prendre, dans les négociations que je vais faire avec eux, que je vais réussir à prendre conscience de moi et à m'engager politiquement et civiquement avec les autres. Alors, je veux juste rajouter une petite citation qui dit, parce que je la trouvais très très belle, c'est 2 paragraphes plus loin. Il dit chacun est seul et personne ne peut se passer des autres, non seulement pour son utilité, qui n'est pas ici en cause, mais pour son bonheur. Pas de vie à plusieurs qui nous délivre de la charge de nous-mêmes et nous dispense d'avoir un avis. Donc là, c'est ce qu'on disait, ok, on est avec les autres, ok, notre conscience de nous, elle est relationnelle, mais on n'est jamais quand même que tout seul dans sa tête. Il y a quelque chose
d'intime, l'intimité existe bel et bien, et on a la charge de nous-mêmes, personne ne va penser à notre place, il n'y a pas de vicariance du sujet, si on pouvait le dire pompeusement, et on est sans cesse, et finalement, aux prises avec soi-même. Mais d'un autre côté, ajoute-t-il, il n'y a pas de vie intérieure qui ne soit comme un premier essai de nos relations avec autrui. Je trouve que cette idée est juste géniale. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience-là, mais quand on pense, quand on est tout seul, etc., notre langage, il est souvent adressé un peu fictivement. On se parle à soi-même, mais on se parle aussi un peu comme à soi-même devant les autres. Combien de fois on ne s'est pas déjà imaginé des discours imaginaires aux autres et en fond, en parlant, on se donne à soi-même, en parlant dans sa tête, hein, enfin en parlant intérieurement, en pensant, on se donne à soi-même une première publication, et je dis bien publication, hein, de ses propres pensées. C'est-à-dire qu'on se les rend publiques à soi-même, et c'est-à-dire qu'on se les rend à soi-même accessibles du fait qu'on est passé par une espèce de fiction de la publicité. Et cette fiction, ben, c'est le langage qui la donne, puisque le langage est la première matérialisation sonore, même si c'est intérieur, de mes propres pensées. Voilà. Bon, je pense que c'est un beau texte, je pense que ça fait... J'ai parlé un peu plus longtemps que d'habitude. Le texte était très difficile, mais il avait le mérite vraiment de parcourir pratiquement la moitié du programme à lui tout seul et de dire vraiment des choses remarquablement intéressantes. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une très bonne journée.